Bonjour Nathalie, Bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. avec plaisir. Nathalie, tu es porte-parole de Lutte ouvrière et si je t'ai invité, c'est parce qu'on est en plein mouvement contre la contre-réforme des retraites proposée par le gouvernement qui est actuellement en première lecture à l'Assemblée nationale. Alors le mouvement social est en train de se renforcer semaine après semaine. Toi, quel est... au nom de Lutte ouvrière, sur quoi tu fondes ton opposition à cette contre-réforme des retraites ? C'est clairement une mesure anti-ouvrière, une de plus. Voilà, une de plus. Pour moi, le mécontentement qui s'exprime, d'ailleurs, il est bien plus général. C'est vraiment un mécontentement sur un recul des conditions de travail, du pouvoir d'achat, une difficulté à vivre, une réaction contre tous les droits ouvriers qui sont attaqués de tous les côtés. Voilà, c'est l'expression qui revient dans la bouche de beaucoup, la coupe est pleine. Voilà, la coupe est pleine. Et là, c'est vrai que tout le monde se sent concerné, tout le monde peut réaliser ce que ça va nécessiter de sacrifices. Aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent au travail. Beaucoup de gens souffrent au travail, ils sont démolis parce que c'est les cadences, parce que c'est des horaires de travail, parce que voilà, c'est des tendinites. Enfin, le travail est dur pour beaucoup de salariés, et donc il y a une réaction comme ça. Je dirais presque instinctive contre les 64 ans. Alors c'est tant mieux, voilà, c'est très bien. Macron a trouvé le truc pour finalement faire en sorte que le monde du travail s'exprime d'une même voix, et c'est ce que je trouve moi très positif dans cette mobilisation. Est-ce que tu parlerais de colère et surtout comment tu te positionnes par rapport à notamment la lecture de certains leaders politiques, je pense notamment à la France Insoumise, qui voient dans ce qui se passe actuellement dans la rue une radicalisation du mouvement? Pour moi, la colère, elle est froide, c'est une colère froide. Elle n'explose pas encore. Si elle explosait, on le verrait. On le verrait. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est des centaines de milliers de femmes et d'hommes qui sont prêts à se mobiliser et à répondre présents aux appels syndicaux. Mais ce n'est pas l'explosion de révolte. Voilà, c'est... Mais tu penses que ça peut venir? Tu dis la coupe est pleine. Quand on dit la coupe est pleine, je pense que ça peut venir. Je pense que la révolte et la colère, elle est encore en train de s'accumuler. Je ne sais pas quand elle jaillira en emportant toutes les hésitations et tous les doutes que l'on voit autour de nous. Bon, moi j'ai fait grève, je travaille, je suis enseignante, j'ai fait grève, j'ai participé à toutes ces journées, j'ai beaucoup discuté dans le cadre d'Assemblée Générale, des discussions individuelles, et je vois que beaucoup encore hésitent à se lancer réellement dans le combat. C'est la discussion qu'on a sur la grève. Ah oui, mais faire grève, ça coûte de l'argent, est-ce qu'on en a les moyens, etc. C'est-à-dire qu'on est encore en train de calculer à quel niveau on met nos forces dans le combat. Ça veut dire que justement, pour l'instant, il n'y a pas cette explosion-là, de dire ça suffit, on n'en peut plus, de toute façon on n'a pas le choix, il faut y aller, il faut se battre, et il faut dire non. Donc on n'en est pas là. Mais moi, j'espère bien que oui, on trouvera cette énergie, cette force pour que cette mobilisation, elle se transforme en grève reconductible, qui, à mon avis, est le seul moyen, en effet, de faire reculer Macron. Est-ce que cette grève, ce mouvement social, tu le sens porter aussi un projet voilà, qui pourrait être en commun, à chaque fois je regarde derrière toi parce qu'il y a plein de gens derrière toi, non, mais qui pourrait être voilà, un projet commun pour tous, un projet collectif, ou est-ce que au contraire tu te dis bon les gens ils sont contre cette réforme mais en gros derrière ils savent pas trop ce qu'ils veulent. Tout à l'heure tu parlais notamment du travail et toi tu l'as défini en disant voilà, les gens ils souffrent au travail, les gens c'est dur leur travail, etc. Est-ce que le travail, par exemple, c'est uniquement une souffrance et une dureté, ou est-ce que ça peut aussi être une émancipation? Moi, clairement, cette discussion sur le travail, je la trouve très souvent mal posée, parce que dans ce système capitaliste, le travail, c'est le travail exploité
pour l'écrasante majorité, en fait. Le travail exploité, le travail choisi, où finalement on peut être maître du contenu de son travail, de son rythme, où ce travail a du sens, c'est réservé à une toute petite minorité. Le capitalisme, c'est l'exploitation. Donc le travail, c'est le travail exploité. Et il faut combattre, non pas le travail, puisque de toute façon le travail c'est l'homme, ça fait partie de nos vies, etc. Et le travail bien sûr qui peut être aussi émancipateur, enrichissant, épanouissant, bien sûr, mais ce qu'il faut combattre c'est l'exploitation. Voilà, c'est le fait que justement aujourd'hui il y a une classe sociale qui décide de ce que l'on fait, de la force de travail qui est en chacun d'entre nous, qui décide de ce qu'ils en font, de l'activer, bien sûr pour faire leur profit, et y compris en faisant fabriquer, en produisant tout et n'importe quoi. Voilà, aujourd'hui, notre travail, il sert effectivement à accumuler des armes pour la prochaine guerre, il sert à un tas de capitalistes pour s'enrichir toujours et encore. Donc c'est le combat, à mon avis, c'est le combat contre cette classe capitaliste qui, parce qu'elle possède les capitaux, monopolise non seulement monopolise le pouvoir, voilà, le pouvoir de décider de ce qu'on fait, de toutes les possibilités qui existent dans cette société. Alors, il y a le mouvement social et il y a aussi ce qui se passe à l'Assemblée nationale et au Sénat d'ailleurs, enfin au Parlement. Toi, ton parti, il n'est pas au Parlement, il n'a pas de parlementaire. D'ailleurs, est-ce que tu te définis comme extrême gauche? Non, parce qu'en ce moment, dans les médias, on dit, de toute façon, la NUPES, c'est l'extrême gauche. Enfin, c'est comme même le gouvernement, c'est comme ça qu'il qualifie la NUPES. Est-ce que toi, tu te qualifies d'extrême gauche? Alors du coup, je préfère me qualifier communiste révolutionnaire, mais extrême gauche, ça ne me dérange pas. Moi, je suis extrêmement révoltée contre cette société et je veux qu'elle change extrêmement. Voilà, donc là-dessus, j'ai zéro complexe. Mais communiste révolutionnaire, parce que je pense effectivement que ça ne viendra pas de l'intérieur, du sommet de cette société, de l'intérieur du système de l'État, de l'État, mais que ça viendra bel et bien des opprimés, des exploités et du monde du travail. Le monde du travail, il a cette capacité-là. Il a cette capacité non seulement de renverser un pouvoir, mais aussi d'impulser la construction d'une autre société. Voilà, et c'est ce qui fait que cette classe ouvrière, elle a un rôle fondamental, effectivement, pour l'avenir de l'humanité, je pense. Alors, justement, je reviens à ce que faisait la gauche au Parlement, et notamment à l'Assemblée nationale. Comment est-ce que tu juges là, par exemple, les 2 semaines qui viennent de s'écouler, leur travail parlementaire? Il y a des mots très violents et on sent vraiment en fait que les députés, notamment insoumis, essayent d'être homogènes avec ce qu'ils perçoivent comme radicalité dans le mouvement social. Est-ce que pour toi, c'est le rôle d'un homme ou d'une femme politique que d'être homogène avec cette colère de la société? C'est-à-dire si les gens dans les mouvements sociaux sont en colère, eux aussi doivent être en colère. Moi, bien sûr que je me demande quelle attitude nous, communistes révolutionnaires, à l'Assemblée, nous aurions dans ce contexte-là, parce que autant je pense que les élections et que d'une Assemblée nationale on ne peut pas changer la société, autant je pense que toutes les tribunes sont bonnes à prendre. Et nous avons, nous, des candidats aux élections législatives et voilà, si on était élus, eh bien on siégerait bien sûr avec cette préoccupation-là. Cette préoccupation de représenter les intérêts, d'être la voix, effectivement, du monde du travail qui est en dehors. Donc il y a un certain nombre de déclarations, y compris de choix qui sont faits par les députés insoumis que je comprends, que je partage. Voilà, y compris leur idée de dire on ne joue pas le jeu parce que tout ça c'est du cirque. En réalité, c'est vraiment pour la galerie cette discussion à l'Assemblée nationale. Moi je le comprends parfaitement. Je le comprends parfaitement. À l'opposé, ce qu'on voit, c'est un petit peu le jeu de Le Pen, qui est vraiment justement
aux antipodes, hein, où elle se pose très respectueuse, très polie, on joue le jeu, etc. Bientôt, on va dire Sainte Marine Le Pen, voilà, parce qu'en fait, elle veut tout, hein, elle fait tout pour dire, bah, regardez, hein, je suis vraiment dans le système, je respecte les règles, etc., etc. Bon, donc moi là-dessus, clairement, j'ai été, et je trouve lamentable, et ça me révolte hein, d'ailleurs, hein, quand on va chercher Thomas Porte sur l'histoire du ballon, ou quand on va chercher tel ou tel mot déplacé, etc. Bon, moi, quand les députés de la majorité se félicitent, applaudissent, se lèvent, font presque une hola parce qu'ils ont empêché que passent les 1 euro pour le repas des étudiants, je trouve ça bien plus révoltant. Voilà, 1000 fois plus révoltant. Donc tout ça, c'est... voilà ce que Maintenant, c'est vrai que ça ne me préoccupe pas trop parce qu'en fait, et ce que je vois d'ailleurs, c'est que toutes les déclarations qu'il peut y avoir à l'Assemblée nationale, y compris des Insoumis ou du Parti communiste ou je ne sais qui, en réalité, je ne pense pas que ce soit ces déclarations-là qui vont finalement renforcer le mouvement. Hein. Le mouvement, il a sa propre dynamique et je crois qu'il avance parce qu'il y a de plus en plus de femmes et d'hommes qui réalisent la force que nous avons. Et moi, j'espère que cette force-là, la force du nombre, hein, va redonner confiance à beaucoup et donc va les aider à franchir le pas. Le pas, effectivement, pour faire la grève, parce qu'encore une fois, je pense que c'est en touchant au profit que là, c'est en diffusant la peur dans le monde bourgeois, hein, dans le monde capitaliste, qu'on peut les faire reculer. Est-ce que la violence, ça te fait peur? La violence potentielle du mouvement social, c'est toi tout à l'heure qui parlais tu disais la coupe est pleine, et puis derrière peut-être qu'il peut y avoir un mouvement de révolte. Est-ce que ça te fait peur, la violence? Et je pense notamment à ce qui s'était passé pendant les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes qui n'étaient pas un mouvement violent en soi, mais qui a suscité beaucoup de violence des forces de l'ordre. On sait le nombre de gens éborgnés, etc., le nombre de mains perdues. Est-ce que ça, c'est un problème qui est inhérent aujourd'hui au rapport de force sociale avec l'État, avec les forces de l'ordre, mais Non, moi, ce qui me fait peur, c'est la passivité. Ce qui me fait peur, c'est l'acceptation de cet ordre social. Ce qui me fait peur, c'est finalement de rester comme ça, les bras ballants, face à une société de plus en plus inégalitaire, de plus en plus dure, de plus en plus violente pour les pauvres, à l'échelle du monde. Je sais pas, aujourd'hui, hein, on a eu beaucoup de témoignages sur le séisme en Turquie, ça peut paraître loin, mais voilà, on accepte que dans des zones qu'on sait être dangereuse, eh bien des promoteurs véreux fassent courir un risque de mort à leurs habitants. On accepte tout ça. Aujourd'hui, on accepte... on va droit vers une 3e guerre mondiale aujourd'hui. Mais moi, ça me fait peur. Qu'est-ce qu'on fait? On reste spectateur, on attend que ça nous tombe sur la tête, ça sera trop tard. La société, elle est violente. Elle est violente, la société. Il nous prépare des conflits graves. Tous les jours, on entend des témoignages d'Ukrainiens qui nous expliquent que cette guerre, elle leur est tombée sur la tête. Ben moi, ce qui me fait peur, c'est ça. C'est que finalement, on voit bien qu'on va de crise en crise, que la guerre, elle se rapproche, hein, et puis que finalement, on s'y résigne et qu'on reste... et qu'on regarde. Voilà, ça me fait peur. Moi, je pense qu'on est très en retard. Le monde du travail, qui porte une autre société, qui n'a rien à défendre dans le cadre de cette société capitaliste, avec ses rivalités, avec cette guerre économique permanente, avec cette concurrence, que ce monde du travail-là ne soit pas capable de reconstruire une force politique pour dire, nous, on veut que cette société, elle change du tout au tout. On veut la renverser, on veut renverser cette classe sociale-là qui ne dirige que avec son portefeuille, en regardant ses cotations en bourse, etc., etc. Voilà. Donc moi, c'est ça qui me fait peur. Et la violence de la société, mais c'est ça. Combien on va compter de morts en Turquie, tout ça parce qu'ils ne sont pas morts que du séisme. Ils sont morts de la misère, ils sont morts de l'appât du gain, de la rapacité aussi. Ils sont morts du sous-développement, de l'incurie d'un État. Combien de morts on va compter en Ukraine? Que ce soit du côté des Ukrainiens, que ce soit du côté des Russes.
Moi, c'est tout ça qui me fait peur. Et que je trouve extrêmement violent. Et encore une fois, moi, je défends l'idée qu'on ne doit pas se résigner. Il faut qu'on construise une force, justement, politique qui puisse dire cette politique-là que les dirigeants nous servent, qui sont en train de nous concocter, qui sont en train de se préparer à la guerre, c'est pas la nôtre. Donc il faut absolument qu'on existe en tant que force politique qui soit capable de s'opposer à cette politique. Parce qu'en effet, si la guerre elle nous tombe dessus, on va être comme tous les peuples confrontés aux guerres, c'est-à-dire on va être démunis, et incapable d'avoir une action pour dire non. Donc voilà moi ce qui me fait peur, donc autant dire non, c'est pas... C'est pas la violence du mouvement social qui te fait peur, quoi. Mais en plus, la violence du mouvement social... Non mais la violence qu'on pourrait se prendre dans la gueule aussi. Ah, mais de toute façon, faut bien réaliser que s'il y avait vraiment une poussée et une organisation des travailleurs, des occupations d'usines, une grève générale, des occupations de ronds-points, etc., bien sûr qu'on serait confronté à la répression. Mais c'est là aussi que le rapport de force y joue en plein. C'est-à-dire que dans des poussées de ce type-là, il y a eu aussi la possibilité pour les révoltés de gagner, y compris de créer des failles dans l'appareil de répression, de gagner y compris des bouts de la police, en tout cas de les désarmer, de les désarmer et de les empêcher effectivement de taper dans le tas. Donc c'est aussi ça. Ouais. Il faut avoir en tête, en tout cas moi je suis convaincue qu'une vraie révolte, devra se poser la question de que faire contre les forces de répression, ça c'est sûr. Et ça voudra dire s'organiser, peut-être s'armer aussi, oui. On a vu... mais ça c'est... Le truc, on a vu des milices, on a vu des armées... Comment les soldats russes ont arrêté la Première Guerre mondiale sur le front de l'Est? Pas en lâchant leurs armes, qu'on leur avait données pour aller tuer des ouvriers allemands, non, en les retournant contre leurs officiers. Voilà. Écoutez, voilà. J'en parlais cette semaine avec des communistes qui avaient vécu les années 50 et qui me disaient, dans la 4ème République, la stratégie dont tu parles, c'était la stratégie du Parti communiste en partie. Jusqu'au moment où, en fait, c'était en 1952, dans une manifestation contre Ridgway, il y a un ouvrier algérien, communiste, qui est décédé à Stalingrad, qui a été tué, en fait, par les forces de l'ordre. Et là, à ce moment-là, le Parti communiste s'est dit « Ah ouais, mais non, en fait, c'est pas possible. En fait, on peut pas dire... Il disait, armez-vous, là, il y avait, quand il sortait avec les drapeaux, le manche du drapeau, c'était une pioche, tu vois, pour aller à l'affrontement contre les forces de l'ordre. Mais au moment où il y a eu un mort, ils se sont dit, en fait, on ne peut pas porter ce discours-là. Non, mais on ne parle pas de la même chose, là. Quand on parle d'une manifestation... là, il y en aura une jeudi. Évidemment que notre force, c'est notre nombre. On a à construire, on a à nous préparer, on a à aller de plus avant. Là, on est en train de parler d'une période, en fait, insurrectionnelle, révolutionnaire, qui sont des périodes très rares dans l'histoire. Mais dans ces périodes-là où on aura poussé l'avantage, oui, bien sûr, ce sont des questions qui devront se poser. Là, tu prends l'exemple de Ridgway et du Parti communiste. Mais le Parti communiste, il déniait le droit aux Algériens de prendre les armes pour leur indépendance, mais pas du tout. Alors sur l'indépendance en Algérie, il y a beaucoup de choses à dire de la politique du Parti communiste, parce qu'en réalité, ils les ont laissés quand même seuls face à l'armée française, les révoltés algériens. Il y en a quand même certains qui se sont mobilisés. Mais c'était pas la politique. C'était pas la politique du Parti communiste français, déjà à l'époque. Mais en tout cas, moi, je pense qu'en effet, ils avaient raison. Et que sans cette prise des armes en Algérie, ils n'auraient jamais conquis leur indépendance. Mais là, je ne te parlais pas de l'Algérie, je parlais d'un contexte général, en fait, de toutes les manifestations, en fait, tout le mouvement social entre 37 et 55. Ne discutons pas dans l'abstrait. Il faut discuter des situations concrètes. Et moi, je pense que dans des périodes, effectivement, d'affrontement social puissant, qui confronté à une répression qui sera effectivement sans pitié,
de la part de l'appareil d'État bourgeois, parce que ça, on l'a vu dans toutes les révoltes. Eh bien, il faudra se poser cette question-là. C'est pour ça que je prends aussi l'exemple de l'Algérie. On pourrait en prendre beaucoup d'autres. On pourrait prendre ce qui s'est passé au Chili avec Allende. On pourrait prendre... ce qui s'est passé dans les printemps arabes. Exactement, exactement. Et dans les printemps arabes, moi, je me souviens d'un Égyptien qui avait expliqué que une demi-révolution, c'est un suicide total. Et ce qu'il critiquait, c'était précisément ça. C'est qu'à partir du moment où on ne touche pas à l'armée, à partir du moment où l'armée, que ce soit en Égypte, que ce soit en Algérie, que ce soit dans tout... En fait, et non seulement un des piliers de l'État, mais complètement fusionne avec la classe dirigeante dominante et avec la bourgeoisie de ces différents pays. Il disait que si finalement on laisse l'armée intacte, en réalité le système ne tomberait pas. Et il avait raison. J'ai une dernière question, Nathalie, qui a un peu aucun rapport avec le schmilblick. Mais aujourd'hui, on est le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Bon, j'imagine que toi, comme moi, on n'a pas grand-chose à foutre de cette fête, américaine. Bon. Mais quand même. C'est effectivement changement de discussion. Changement de ton. Il y a des, je ne sais pas si on appelle ça des rumeurs ou des fantasmes sur le rapport de lutte ouvrière et des militants et des militantes aussi de lutte ouvrière avec la question de l'amour et notamment la question du couple. C'est comme quoi, genre, vous n'avez pas le droit d'être en couple, vous n'avez pas le droit de faire des enfants ou je ne sais quoi. Je pense que tout ça est de l'ordre du fantasme. Mais quand même, il y a ce truc-là à gauche qui traîne dans la tête des gens. Toi, c'est quoi ton rapport à l'amour? Et est-ce que l'amour a une place, en fait, pour toi, dans la politique, dans la façon dont tu envisages la politique? Bah, évidemment, enfin moi voilà, c'est précisément parce que je sais pas, moi ma raison de militer, c'est que c'est le bonheur, c'est des relations pas que amoureuses, mais aussi fraternelles, les plus riches qui soient, et qu'elles soient pas réservées à une minorité de privilégiés dans ce monde pourri. Voilà. Donc moi c'est ça qui me meut. Donc évidemment, comme tout le monde. Et moi moi ça me fait rire ces fantasmes-là, parce qu'il n'y a pas de règles, mais il y a des choix. Il y a des choix, et c'est vrai que moi mon choix fondamental, c'est la lutte. C'est l'amour libre, c'est l'union libre aussi sur ce terrain-là. Voilà, mon choix fondamental, c'est l'union libre. Mais ça, c'était l'union libre, mais ça a toujours accompagné pendant très longtemps l'extrême gauche. Ils en étaient fiers, justement, de ne pas être des conformistes, de ne pas avoir à passer devant le curé ou devant monsieur le maire pour dire c'est Brassens, hein, qui explique qu'il ne faut pas effeuiller la marguerite. C'est ça qui... Et en tout cas, moi, j'ai toujours ressenti ce besoin-là, hein, d'être libre et de surtout pas être ni, mise sous la pression de la famille. Hein, parce que bon, mes parents, oui, t'es une fille en plus. T'es une fille, alors les filles, il faut qu'elles soient protégées. Hein. Faut qu'elle trouve un bon mari, puis bon, s'il a un peu d'argent, c'est quand même pas mal. Voilà. Donc, j'ai toujours, j'ai toujours eu envie de me battre contre ça. Voilà, de me battre contre ça et d'affirmer mon indépendance. Donc, je ne suis pas mariée pour cette raison-là. Pour cette raison-là. Et voilà, j'ai pas du tout envie. Et ce conformisme-là, moi, je trouve qu'il est beaucoup plus... c'est plus un enfermement pour plein de gens. Quand je vois tous ceux qui souffrent d'avoir cédé finalement à ce conformisme-là, je me dis que j'ai fait le bon choix. Merci beaucoup Nathalie. Et bonne Saint-Valentin quand même. Et voilà, tous les autres jours. Exactement, peuvent être des jours de l'amour. Voilà. Merci beaucoup.